Vous savez, les réactions de l'homme sont fonction des informations que son environnement immédiat lui transmet. Quand, à longueur de journée, vous avez un conglomérat qui vous chante, c'est qu'ils n'ont pas du tout vécu à La Haye. Parce qu'à La Haye, eux, ils venaient à la prison. Moi, j'étais en prison. C'est différent. Et donc, oui, Gbagbo a dit. C'est ce qui est là. C'est le slogan qui est là. Gbagbo a dit. Vous voyez tout récemment, quand le président Gbagbo dit, d'ici, après les législatives, je ne parlerai pas en termes de retraite, mais je ne jouerai plus du rôle principal en interne comme dans l'État de Côte d'Ivoire. Le lendemain, la même dame s'est levée pour aller dire à Azopé, non, c'est parce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il parle, tout. Parce qu'ils ont besoin qu'il soit là longtemps sur la scène pour pouvoir se servir de son image pour nous opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, je ne peux même pas parler à mes amis. Il y en a même qui se cachent pour venir me voir. Dans le PPACI? Mais bien sûr, mais pourquoi? Aujourd'hui, moi j'ai mal que mon ami, mon frère, une partie de moi, Damana Picasse, est en prison. Pourquoi? Est-ce que vous estimez que Damana Picasse, par exemple, en faisant la... Boubacar est en prison. D'accord, terminé, je vous repose la question. Boubacar, c'était mon directeur de mémoire, de maîtrise, quand j'étais encore au département d'anglais. Lida Kwasi, c'était mon parrain. Regardez très bien ceux qui sont en prison et regardez ceux qui sont en liberté, qui sont en train d'aller à des élections contre l'avis du président Gbagbo, alors que c'est eux qui ont dit « Où Gbagbo va, je vais ». C'est comme ça qu'ils parlaient, hein. C'est pas du bon français, mais c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est Gbagbo, on connaît. Aujourd'hui, du coup, on ne connaît plus Gbagbo. On connaît qui alors? Quel est l'objectif? C'est de nous écarter tous, nous affaiblir tous. Le président Afin Guessan, on l'a reçu récemment. Il est devenu le chouchou. Mais c'est ce que j'ai demandé depuis. Pour que la gauche puisse se retrouver. Mais ça ne nous arrange pas que les anciens compagnons se retrouvent. Parce qu'eux seraient vus comme des parvenus. Quand le président Gbagbo est venu, s'il continuait à fonctionner à le Front populaire ivoirien, eux seraient des parvenus qui n'ont pas les cartes à main. Ils ont créé un nouvel appareil pour qu'on nous éloigne, nous tous. Moi, je n'ai rien fait. Nous sommes dans une sorte de 2 chambres-salon. Chacun est pour le moment dans sa chambre. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, le temps va réunir les conditions pour qu'on se retrouve au salon. On n'a pas le choix. Personne, de son côté, ne peut rien obtenir. On est obligé de se mettre ensemble. Damana Adja Picasse, vous savez, aujourd'hui, il a des déboires avec la justice. Il est en prison suite à une déclaration qu'il a faite justement dans les moments chauds qui ont précédé l'élection présidentielle. Charles Blé Goudé, on vous a connu, par le passé également, tout feu tout flamme dans des déclarations. Est-ce que vous, à sa place, en tant que vice-président du PPACI, vous auriez fait cette déclaration à la veille de l'élection présidentielle, appelant les jeunes notamment à sortir dans les rues pour paralyser le processus? Ali, vous avez devant vous un ancien prisonnier. Je connais toutes les prisons de Côte d'Ivoire. L'école de police, la DST, le sous-sol de la Sûreté nationale. Je connais tout ça. Je sais ce que peut endurer un prisonnier. Picasse est en prison. Il n'a pas d'arme pour se défendre. On ne juge pas quelqu'un qui est à terre. On ne tire pas sur une ambulance. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est de porter mon ami en prière et demander la clémence du chef de l'État pour qu'il puisse sortir de là avec les autres. Ali, notre génération n'est pas faite pour uniquement faire la prison. Pourquoi? Picasse a passé toute sa vie à faire la prison avec moi. Moi, je me suis dit que le temps était arrivé pour qu'on puisse aussi faire valoir nos idées, notre vision. Mais des gens sont à côté. Je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais tuer mon ego, je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que moi, ma place n'est pas ailleurs. Ma place, c'est parmi les pro-Gbagbo. C'est ma famille, je n'ai pas une autre famille. Ça a trop duré. Il faut qu'on mette fin à ça. Vous avez donc dû souffrir de tous les stéréotypes qu'on a voulu vous coller. On a dit que vous étiez en deal avec le RHDP, le parti au pouvoir, que vous travailliez donc pour le président Ouattara. Et puis il y a eu justement cet échange avec le secrétaire exécutif du RHDP qui, on ne sait pas pourquoi, mais avait sorti la fameuse expression disant Blé Goudé avec nous oui, au propre figuré. Bon, finalement, il y a eu des clarifications, mais toujours est-il que dans la tête des uns et des autres, il y a eu de la traîtrise. Oui, Ali. Comment briser cette image du jour au lendemain? Je parle devant des jeunes gens qui sortent fraîchement de l'école, donc qui peuvent me corriger, et ceux qui ont fait de la politique et des droits. Un deal est défini comme un contrat. Mais on parlerait de contrats synalagmatiques, où chacun joue son rôle, mais en retour, il en tire des dividendes. Dans ce deal, Ali, c'est quoi, moi, mon profit? C'est qu'on me condamne à 20 ans. C'est que mon compte soit gelé jusqu'aujourd'hui. Et c'est que je sois radié de la liste électorale. C'est que le COJEP n'ait pas de récépissé.
C'est ça que j'obtiens du pouvoir. Alors, je ne sais pas si les gens ont mis leur cerveau en Justement, concernant le COJEP, qu'est-ce qui se passe? Charles Blé Goudé, concernant le COJEP qui n'a pas de récépissé, justement, il y en a qui disent, mais comment se fait-il qu'un parti qui n'a pas de récépissé, on voit son président exercer, se promener sur l'ensemble du territoire, organiser des conventions à Yamoussoukro. Ils refusent d'étudier, ils ne connaissent pas le droit. En Côte d'Ivoire, quand vous avez porté votre parti, votre groupement sur le fonds baptismaux, c'est-à-dire vous l'avez créé, vous allez vous déclarer au ministère de l'Intérieur. 3 mois après, quand le ministre ne vous a pas signifié de manière expresse, et c'est écrit par la loi, c'est-à-dire il ne vous téléphone même pas, il doit écrire qu'il y a des anomalies dans votre dossier. Quand il ne l'a pas fait, 3 mois après, vous pouvez exercer. Ça, c'est un exercice de fait. Donc vous allez acquérir la personnalité juridique de fait. Mais ce n'est pas de ça que moi j'ai besoin. La loi de la Côte d'Ivoire permet qu'on me donne un récépissé. C'est de ça que j'attends. C'est de ça que je parle. Alors quelqu'un qui a tous ces déboires, mais je n'ai pas fini. Nous étions 4 accusés des plans communs par la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, Simon-Lévy Gbagbo, le général de Goblet et moi-même Charles Blé Goudé. C'est comme ça que le président Gbagbo et moi nous sommes traînés devant la Cour pénale internationale. Au sorti, Simon Gbagbo est amnistié par le pouvoir d'Abidjan. Le président Gbagbo est gracié par le pouvoir d'Abidjan. De Goblet est gracié par le pouvoir d'Abidjan. Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié. En quoi je bénéficie davantage du pouvoir d'Abidjan? Est-ce qu'on va arrêter ce narratif de diabolisation qui a commencé comme ce monsieur qui vient de parler vient de le faire? Ce monsieur qui vient de parler, Demba Traoré, il était DG du VITIG à Bassam. Pendant qu'on nous pourchassait, pendant que même le dernier des Gbagbo était pourchassé, lui il a même eu le temps et la chance de faire une passation de charges au VITIG, de prendre un avion à l'aéroport d'Abidjan et d'aller en exil, d'après lui, aux États-Unis. Quand il revient, il représente le PPACI à la CEI. Il est payé au moins 5 millions de francs CFA. Lui ne sait que bénéficier. Voilà les vrais bénéficiaires du pouvoir d'Abidjan, ce n'est pas moi. Voilà, je peux sortir de là, on peut m'arrêter là tout de suite. Parce que je ne suis ni gracié, ni amnistié. Voilà ce que je vis comme difficulté. Mais je ne suis pas un pleurnichard, je ne suis pas un vendeur de désespoir. Regardez, même quand j'étais assis sur le banc d'accusés à la Cour pénale internationale, et que je souriais, vous savez qu'on disait, regardez, il est content d'être en prison. Mais depuis quand vous allez voir quelqu'un qui est content d'être en prison? Non, j'ai une formation politique, j'ai un moral d'acier. Je savais que tôt ou tard, j'allais gagner ce procès. Et je l'ai gagné. Il faut qu'on laisse tout ça. Et puis que la gauche prenne de la hauteur. Je viens de montrer du doigt ceux qui sont venus nous infiltrer, pour nous dynamiter et pour nous opposer les uns aux autres. Il y a ce qu'on appelle la fabrication de l'ennemi. C'est ce qui se passe en ce moment. D'accord. Charles Blé Goudé, on a suffisamment parlé de vos déboires avec le PACI et vous espérez évidemment reconstituer toutes les pièces du puzzle de la gauche ivoirienne. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Le PACI n'est pas mon ennemi. Non, je ne suis pas l'ennemi du PACI. On peut encore se retrouver pour se parler. Très bien. On va parler maintenant des élections législatives. On n'a plus qu'un quart d'heure avant le terme de cette émission. Les élections législatives qui arrivent. Est-ce que le COJEP présente des candidats? La liste est sortie. On n'a vu nulle part des candidatures du COJEP. Pourquoi? Dites-nous. D'abord, notre participation s'explique par une cohérence. Nous avons participé au présidentiel à travers la candidate Simone Gbagbo. Aujourd'hui, nous continuons avec les législatives parce que nous pensons que l'alternance peut s'obtenir par le vote. Même si on n'est pas nombreux à l'Assemblée nationale, Houphouët-Boigny n'a pas eu besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale française pour faire abolir l'esclavage et le travail forcé, j'allais dire. Excusez-moi. Alors, il y a des candidats proches du COJEP, membres du COJEP, mais qui ne peuvent pas se présenter en tant que COJEP. C'est une stratégie par prudence aussi. Je voulais vous le dire tout de suite. Mais des gens qui refusent de vous donner un récépissé, vous n'allez pas aller vous livrer en holocauste. En forçant en tant que COJEP, juste pour faire plaisir, il y a des gens qui vous disent non, mais vous n'assumez pas. Ce n'est pas une question d'assumer, c'est d'avoir le poste. Comment vous faites? Pour rassembler le plus. Et puis faire en sorte que votre candidature ne soit pas rejetée au motif que vous n'êtes pas légalement constitué. Voilà la raison pour laquelle vous avez des personnalités qui sont proches de moi, qui sont COJEP, et qui vont en indépendant. Et c'est tant mieux. Très bien. Alassane? Alors justement, sur ces élections législatives-là, est-ce que vous les considérez comme le véritable test pour jauger l'ancrage et le sérieux de votre parti? Non. Pourquoi? Vous savez, tout se construit dans la durée, dans la durabilité. Aujourd'hui, vous êtes au CP1, vous pouvez avoir de mauvaises notes, et la moyenne, et puis on vous met au CP2.
au CE1, au CE2, et puis vers CM1, vous vous améliorez. Je vous ai tout à l'heure cité des exemples d'Abraham Licorne, je vous ai cité des exemples de François Oui, Mitterrand. et justement, moi, je voulais vous citer l'exemple de Diomaye Faye, qui a eu besoin d'un seul tour. Oui, ça c'est lui. Tout le monde n'est pas lui. Très bien. Tout le monde n'est pas lui. Chacun, je vous ai cité des figures historiques. Donc, et on n'a pas la même réalité. Et donc, si mes amis qui sont aujourd'hui candidats ne sont pas élus, ce ne sera pas un drame. On va recommencer, et puis un jour, on y arrivera. Le RDR qui est là, n'a pas commencé au sommet de l'État. Mais le RDR n'existe plus, monsieur Le président. RHDP, excusez-moi. Très bien. C'était le RDR d'abord. C'est Vous ça. avez vu? Ils ont même fait des métamorphoses jusqu'à arriver là. L'échec est le début de la réussite, pour que vous puissiez en tirer les enseignements. Mais je vais me battre pour qu'on ait des élus, parce que nous voulons entrer au Parlement. Voilà. Pourquoi y faire? Pour susciter une loi d'amnistie qui Non. déchargerait son président J'espère que, et je souhaite que le chef de l'État puisse faire en sorte que je sois amnistié avant tout cela. Vraiment, je l'ai plusieurs fois demandé sur votre plateau, je le demande encore ici. Ce n'est pas pour cela. C'est pas... Il y en a qui ont dit, justement, Charles Blé Goudé est devenu docile dans l'espoir qu'on lui accorde une amnistie. Et quand il recouvrera tous ses droits civils et politiques, évidemment, on retrouvera le Charles Blé Goudé d'antan. Général de la rue. Comment? Le général de la rue. Est-ce que vous avez entendu ce commentaire? Oui, et je leur laisse l'entière responsabilité de leurs propos. Et je ne vais pas commenter cela. Vous savez que les gens qui pensent que la vie d'une nation, c'est un jeu. Il y en a qui disent même que tu as changé. Moi, je n'ai pas changé. Vas-y, moi, je n'ai pas changé. Les gens, ils m'écoutaient avec une seule oreille. Je dis que j'étais contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Je l'ai dit en 2000. Mais quand je le disais, ils pensaient que je le disais seulement pour le président Gbagbo. Les mêmes m'ont rejoint aujourd'hui. Je leur dis que la violence, il faut l'extirper de la vie politique. En ce moment, ils me disaient non, mais aujourd'hui, on dit ah mais Blé Goudé ouf, mais il a un discours de paix. Mais c'est de ça que j'ai parlé depuis. Donc l'amour de la Côte d'Ivoire et de la patrie ne se fait pas à géométrie variable, de manière saisonnière. Ce n'est pas un amour météo pour moi. Là où la Côte d'Ivoire est engagée et que sa stabilité est engagée, je me dresse. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, je vais au Parlement avec mes amis. Moi, je ne vais pas y aller, vous avez vu. Mais d'autres nous représentent. Et on va battre campagne pour avoir au moins quelques députés. Et vous pensez que vous avez des chances de remporter ne serait-ce que quelques sièges? On va se battre. On va se battre. Je ne veux pas vendre la peau du loup avant de la voir, mais je veux dire, on va se battre. On va battre campagne. Le lundi 8 décembre prochain est prévu l'investiture du président Ouattara pour ce nouveau mandat. Si Charles Blé Goudé est invité, il y sera? Oui, je suis républicain. Si on m'invite, j'y serai. Je ne vais pas là pour le candidat du RHDP. Le président de la République, il a été élu. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et nous tous, on est d'accord aujourd'hui. Parce que même ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne disent pas on n'est pas d'accord avec le premier mandat. Ils disent reporter les législatives. Et puis, si vous les reportez, on va y participer. Donc finalement, on est d'accord. Parce que même après les législatives, Ali, organisées sous le 4e mandat, il aura les municipales, il aura les régionales. Moi, je suis assis et j'observe tout ça. Je vois ce qui va se passer. Pour moi, un chef d'État, il est au-dessus de tout. Puisque je cours pour pouvoir un jour occuper ce fauteuil. C'est pourquoi je respecte la personnalité et le titre. C'est très important. Il faut cette éducation politique et citoyenne au sein de nos populations pour ne pas radicaliser les jeunes Ivoiriens pour rien. Et moi, je travaille à cela. Et au mois de janvier, j'ai une vaste campagne d'éducation politique que je vais entreprendre à travers tout le pays. C'est notre devoir. Il ne s'agit pas seulement de se faire applaudir dans les stades. Il faut former le citoyen à ses droits, à ses devoirs aussi, à l'amener à respecter tout ce qui est armoirie de notre nation. Cela est important. Vous pouvez aller former des gens à l'école, leur donner toutes les compétences. Mais c'est sous-tendu par quel idéal, par quelle vision. Un jeune Chinois, partout où il est, il se considère en mission pour sa nation. Un jeune Français, qu'il soit journaliste, quoi qu'il soit, il est en mission pour la France. Est-ce que les Ivoiriens, nous nous considérons comme tels? Nous n'avons qu'une seule patrie. Et c'est pour ça que je me bats. Madame Fofana? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec M. Soro Guillaume dans toute cette situation? Le président Guillaume Soro est malheureusement en exil. Et ce n'est pas une vie facile. Et puis, c'est un exil qui est là. Et puis, c'est une vie de clandestinité aussi. Quand quelqu'un est en clandestinité, il faut éviter d'avoir des contacts. Le jour où on l'arrête, on vous accuse. Moi, je plaide toujours pour que le président Ouattara puisse lever le pied, pour que Guillaume Soro puisse un jour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est quand on est au complet qu'on peut se réconcilier. La candidate que vous avez soutenue, Simone Veil Gbagbo, dans l'émission face aux électeurs, justement, durant cette présidentielle, a été particulièrement, n'a pas été tendre vis-à-vis de Guillaume Soro. Est-ce que finalement... Elle a dit quoi? Mot pour mot, je ne saurais vous le dire, au risque d'écorcher sa pensée, mais elle disait en substance qu'il devra justement rendre des comptes.
Elle n'a pas dit que ça. Elle a dit, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, qu'il se met dans une posture de quelqu'un qui veut demander pardon aux Ivoiriens, je suis prête à lui attraper la main pour faire le tour de la Côte d'Ivoire avec lui. Simone Gbagbo l'a dit, c'est une femme de pardon. Et c'est cela qu'elle a dit. En retour, elle a dit, mais s'il est dans une posture guerrière, vraiment, il devra rendre des comptes. Voilà ce qu'elle a dit. Et moi, je voudrais appuyer ici ces propos. Moi-même, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, je demandé pardon aux Ivoiriens. Et je n'ai pas que demandé pardon à la télé, je suis allé vers eux pour parler avec eux. C'est cela qui est important. Winnie Mandela, bien qu'elle ait été victime de l'apartheid, quand la commission Vérité et Réconciliation conduite par Desmond Tutu est allée vers elle, elle a demandé pardon. Ça ne lui a pas enlevé son nom, Winnie Mandela. Nelson Mandela lui-même, dans son livre, Long Walk, un long chemin vers la liberté. De Freedom, un long chemin vers la liberté, c'est la traduction qui me posait un peu problème. Je suis en train de lire ça en ce moment en anglais. Très bien. Donc j'avais un problème. Mais il y a le chapitre, parler avec l'ennemi. C'est en prison que Mandela apprend la langue de ces bourreaux pour parler avec eux. Il va vers Peter Botha, avec qui il prend langue, qui par la suite décède. Et il craignait que le président avec qui il était en train de construire la paix décède. Mais au moment où il parle avec lui, il est prisonnier. Et puis Frédéric de Klerk prend le relais. Les deux signent un accord, Mandela sort des prisons. Vous savez, le prix Nobel de paix est donné et à Frédéric de Klerk et à Mandela. Absolument. Deux adversaires, deux ennemis qui ont construit le pays ensemble. Est-ce que cela n'est pas possible en Côte d'Ivoire? Je travaille à cela. Mais à qui Guillaume Kigbafori Soro doit-il demander pardon et pourquoi? Je ne veux pas commenter tout cela. Très bien. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est que les enfants de la Côte d'Ivoire qui hier se sont fait la guerre, se retrouvent, se pardonnent les uns les autres pour pouvoir tourner la page de cette page, je l'ai dit, qui est faite de sang, de douleur, de haine, de détestation. Il faut laisser tout ça. Qui est fait de rejet de l'autre, parce qu'à l'approche de l'élection présidentielle, justement, tous les débats, ce que certains ont appelé les vieux démons, qu'on pensait avoir été oubliés, ont ressurgi. Des sujets concernant les nationalités, la catégorisation des uns et des autres. Et on estime que justement ces vieux démons ne sont finalement pas morts. Mais quel est le rôle d'un Charles Blé Goudé qui veut appeler à la paix dans ce contexte-là? Vous avez parlé tout à l'heure de radicalisation d'une partie des jeunes. Parce qu'après, quand vous radicalisez une base, vous devenez l'otage de cette base. Mandela radicalise sa base avant qu'il ne soit arrêté en 1963-1964. Ces jeunes gens qu'il a laissé derrière lui, et que lui en prison change maintenant de posture, il lui fallait les amener à son niveau de compréhension et à sa nouvelle ligne. Il les a affrontés. J'ai envie de dire qu'on a connu un Charles Blé Goudé à une certaine époque qui était radical. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'or qui a besoin du feu pour ressortir de sa meilleure version. Il y a la lecture. Il y a peut-être la prison. Il y a la prison. Et il y a cette enquête que je suis allé faire en Afrique du Sud, où je voulais comprendre la vie de Mandela. Quelqu'un qui a dit dehors, quand il rentre en prison, on ne discute pas avec un prisonnier. Finalement, pas à pas, il a réussi à prendre langue avec ses adversaires pour construire une Afrique du Sud mosaïque. Là où ces anciens gardes de corps voulaient chasser les gardes de corps de celui qui venait de remplacer, il a dit non. Je ne me suis pas battu pour que les Noirs dominent les Blancs, mais pour que Blancs et Noirs vivent ensemble dans ce pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un grand pays. C'est des grands hommes qui construisent les grandes nations. Cela est encore possible en Côte d'Ivoire. Ali, c'est à ça que je veux travailler. Et je veux travailler à cela, pas avec des casquettes politiques, avec l'ensemble des Ivoiriens. Ce qui s'est passé tout récemment à la présidentielle, ça faisait peur. J'ai vu des jeunes gens qui hier mangeaient le garba ensemble, en train de se poursuivre dans une rue. Non, il faut aller vers eux pour parler avec eux. Cela est possible. Est-ce qu'il s'est passé à Nayo, pour vous, c'est caractéristique de cette radicalisation? Oui, Nayo, vous savez, j'y suis allé 2 fois. D'abord la première fois pour un compati, et puis la deuxième fois, il organisait une veillée. Il passait une nuit avec ceux qui fuyaient pour essayer de les encourager à revenir dans leur maison. Mais je les ai aussi écoutés. C'était aussi une mission d'écoute. C'est des gens qui ont grandi ensemble. Il y en a qui sont nés là, et du jour au lendemain, les voici avec des fusils. À Nayo, première remarque, ce n'est pas un camp militaire. C'est un civil qui avait les fusils. Ils les ont enlevés où? Pourquoi? Les civils ont des fusils. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé pour que des amis hier, qui fréquentaient le même marché, qui jouaient ensemble, du coup, se regardent en chien de faïence et se tuent même? Nayo est symptomatique de ce qui est dans la Côte d'Ivoire. Il faut prendre le taureau par les cornes. Au-delà de nos ambitions personnelles, pour réellement penser la plaie. Cela ne peut se faire que si les leaders s'asseyent pour se parler et aller ensemble. Moi, je vois un Laurent Gbagbo, un président Alassane Ouattara,
un Charles Blé Goudé, un Tidiane Thiam, un Guillaume Soro, tous ensemble, dans le même stade, en train d'aller parler aux Ivoiriens au même moment, dans le même lieu. C'est cela. Parce que ça ne sert à rien de tenir des discours à la télé, et puis après on fait le contraire sur le terrain. Voilà mon problème. Très bien, nous sommes au terme de cette émission, mais rapidement, allez-y. Alors, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Charles Blé Goudé, ceux qui sont nés en 2000 ne vous ont pas vraiment connu. Ils ont eu des propos rapportés. Et beaucoup aussi parmi ceux, par la grâce de Dieu, qui vous ont suivi dans votre combat, n'ont pas compris ce que vous avez compris aujourd'hui pour tenir ce discours très apaisant, réconciliateur. À ceux-là, qu'est-ce que vous dites ? Alamine, votre dernière question et Charles Blé Goudé va répondre à Oui, vos c'est deux par rapport au questions. complot qui s'est vu dans la gauche. Est-ce que, quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous dites que qu'est-ce qu'on est prêt à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Donc vous estimez que la maison est mélangée. Est-ce que vous concevez qu'il est mieux de laisser le RHDP diriger le temps que vous alliez vous entendre en interne? Parce que c'est la vie des Ivoiriens aussi qui est en question tous les jours dans de nombreux domaines d'activité. Ce que je dois faire, c'est d'utiliser tous les canaux qui peuvent se présenter à moi, des personnalités qui sont proches du président Gbagbo, pour qu'ils puissent apaiser la colère qu'il pourrait avoir contre moi, pour que je puisse au moins parler avec lui. À partir de là, je pense que on pourrait entamer une autre phase. Donc, il faut renoncer à son ego. Il ne faut pas chercher à avoir raison d'un père. C'est ce que je vais faire en ressortir d'ici, et je continue toujours de le faire. Il peut être endurci, mais le temps va peut-être m'aider à atteindre cet objectif. Aux Ivoiriens, ce que je voulais dire, par rapport à ce que vous avez dit, il nous faut un narratif national qu'on n'a pas. Étudier notre histoire. Des moments de transmission. Quand les gens fêtent en France le 14 juillet, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Parce qu'ils veulent dire à la nouvelle génération d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Il faut enseigner notre histoire, aussi douloureuse qu'elle soit, aux nouvelles générations. Et quand on leur enseigne cette histoire douloureuse, l'objectif, c'est de les amener à ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs aînés. On peut reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. Et puis, il faut être tolérant. L'autre peut ne pas avoir le même point de vue que vous. Vous n'avez pas le droit de faire son bûcher. Il faut qu'on apprenne les uns les autres à vivre dans la contradiction. Parce que la vérité est mère des contradictions. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup d'être venu répondre à l'invitation de la Quotidienne Info. Merci au président du COJEP, Charles Blé Goudé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à Lamine Fofana, Alassane Rabo. Vous serez là demain pour la Quotidienne Info, le deuxième numéro de la semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'ai failli dire internautes, mais un problème technique est survenu dans nos